Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio G. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité fou du rock, passeur fantaisiste, animateur de radio et de télévision français, figure du petit écran, iconique dans Nulle part ailleurs, aux côtés notamment de José Garcia sur Canal+, présentateur du Grand Journal et représentant de la cérémonie des Césars par 10 fois. D'ailleurs, elle aura lieu ce soir, actuellement aux manettes de son émission Cinéma Super Plan tous les mardis soirs à 22h50 en crypté et le vendredi à 20h35 en clair sur Canal+. Antoine Decaune, vous l'avez compris, vient nous voir. Il est par ailleurs bien sûr acteur, humoriste, scénariste, réalisateur et écrivain. Il vient nous voir pour sa bande dessinée Île déserte, Georges ou la vie sauvage, en collaboration avec le scénariste et dessinateur Xavier Coste. C'est aux éditions d'Argo, un album basé sur le journal intime de son père. L'occasion, vous l'avez compris, et comme toujours, de découvrir notre invité, et ce, en direct aujourd'hui sur Radio G. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio G. Bonjour Antoine Decaune. Bonjour Cyrielle. Écoutez, je suis ravie de vous rencontrer. Je vais être très honnête avec vous. Je vous ai croisé il y a des années dans les locaux d'Europe 1. Vous n'avez pas changé. Europe 1 a changé en revanche. C'est vrai, Ouais, mais vous, pas un poil. Qu'est-ce que vous entendez par là? Les cheveux, c'était les mêmes. Ah non, ils étaient beaucoup plus sel que poivre aujourd'hui. Les mêmes. Ouais, les mêmes. Les d'accord. mêmes. Il y a toujours autant, c'est ça que vous voulez dire. C'est ça. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Bien sûr, on va découvrir votre actualité, mais puisque c'est l'ADN de cette émission, on va tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et on va démarrer par le début, toujours le début. Antoine Decaune, vous êtes né un 1er décembre dans les années 50, je crois savoir à Boulogne-Billancourt. Vous êtes le fils du journaliste et présentateur Georges Decaune et de la présentatrice de télévision Jacqueline Joubert. Vous avez grandi comme fils unique, je crois savoir, bien que vous ayez 4 demi-frères et sœurs, Pierre et vos 3 fées, Blandine, Lison et Marie. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? Une enfance assez étrange parce que j'avais deux parents qui faisaient des drôles de métiers à l'époque. C'est-à-dire c'était des vedettes du petit écran qui venait de voir le jour quelques années plus tôt, en 49. Donc ils étaient à la fois célèbres, reconnaissables et en même temps totalement naturels. On n'avait pas du tout l'impression que le succès avait la moindre influence sur eux. Ils se comportaient comme... je sais pas comment dire, mais comme des comédiens de troupe, vous voyez. Et donc ils faisaient leur métier avec énormément de conscience et de sérieux, et en même temps sans se prendre au sérieux. Mais est-ce que vous avez conscience que ce sont des gens qui ont une certaine notoriété, et quel impact ça a sur vous quand vous êtes très petit ? Non, à l'époque, je m'en rends pas vraiment compte. Pour vous, c'est normal. Non, oui, c'est juste que j'ai des parents qui font un métier pas comme les autres. C'est-à-dire, ils sont pas pharmaciens, ils sont pas comptables, ils sont pas garagistes, comme les parents de mes petits copains. Ma mère présente la télévision, elle est speakerine, présente les programmes, et mon père, lui, présente le 20h ou bien part dans des expéditions lointaines. On va en parler dans un instant. En préambule de votre ouvrage qu'on va décortiquer dans un instant, la première phrase est la suivante. À l'âge de 8 ans, j'ai perdu mon père, Georges Decaune, donc journaliste à la radio, commentateur du sport et pionnier du journal télévisé du 20h. Il est donc assez connu, on va dire ça comme ça. Il vous annonce tout d'un coup qu'il part pour réaliser son rêve d'enfant, alors que vous êtes un enfant. Comment vous allez vivre ça ? Mon rêve d'enfant, moi, c'est pas de voir mon père partir. On est bien d'accord. Donc, je suis à la fois surpris, parce que 8 ans, c'est quand même... on est encore très gamin à cet âge-là, surtout quand on est un garçon. Je suis surpris, je vois pas très bien ce qu'il essaye de me dire, ou ce qu'il va faire d'ailleurs. Parce qu'il va partir sur une île déserte dans l'archipel des Marquises, en Polynésie, pendant 1 an, avec son chien, pour essayer de survivre dans les conditions à peu près proches de celles d'un Robinson Crusoe, encore que dans la réalité, elles vont en être très très loin. Donc je ne comprends pas ce qu'il veut me dire, je vois simplement qu'il part, qu'il s'en va. Et ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce départ volontaire, cette absence qui m'est imposée, et c'est quelque chose d'assez étrange et douloureux à l'époque. Vous mettez en scène dans votre bande dessinée, en jouant avec votre peluche marsupilami. Vous écrivez, on communiquait chacun sur notre îlot de solitude, et vous l'écoutez sur le poste de votre grand-mère Edith sur Paris Inter, c'était l'ancêtre de France Inter, et vous jaugiez à peu près son état pour savoir comment il était, comment il se situait, ce qu'il vivait. Et il ne vous souhaite pas vos 9 ans, Antoine Decaune, c'est une douleur, vous en avez le cœur brisé, avant de voir qu'il l'avait
en réalité une pensée pour vous ce jour-là, mais vous l'avez su que 62 ans après. Il était temps. Mieux vaut tard que jamais. Absolument. Non, c'était. Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est très étonnant en fait quand un père prend cette décision raisonnée de partir. C'est-à-dire, c'était pas une mésentente familiale, sentimentale. C'était juste un besoin essentiel pour lui d'aller voir ailleurs s'il y était. La surprise, c'est qu'il y était, mais il était plus auprès de moi. Et quand finalement, des années et des années après, par un heureux concours de circonstances, je me suis décidé à raconter cette histoire pour en faire une BD, parce que ça me semblait être le meilleur support pour raconter ça. Il fallait du visuel, il fallait de l'image. À ce moment-là, j'ai entrepris ça en me disant comment je vais raconter l'histoire. Est-ce que c'est moi qui la raconte ? Est-ce que c'est lui ? Sachant qu'on avait des sources nombreuses, il y avait ses comptes rendus radiophoniques quotidiens, puisqu'il était en direct tous les soirs à la radio pour raconter ses journées, comme vous le disiez. Il y avait son journal intime que je me décide à ouvrir un jour pour voir ce qu'il raconte dedans, qui est évidemment très différent de ce qu'il raconte aux auditeurs. Et puis il y a les deux points de vue du môme de 8 ans et puis du vieillard que je suis devenu aujourd'hui. Et donc, si vous croisez ces 4 points de vue, vous avez une narration assez intéressante qui s'organise. Exactement. Votre BD sortie chez Dargaud. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de mésentente et que vous allez chercher longtemps à comprendre pourquoi il a ce goût du large. Et vous écrivez, il décide de partir aussi parce que votre mère lui donne congé. Oui. Il y a ça, c'est une réalité. Oui. Non, elle était pas si mécontente que ça de le voir s'éloigner un peu. Oui, parce que c'était un drôle de zigoto, mon père. C'était un aventurier. Non pas qu'il avait des aventures sentimentales, hein. C'était pas ce genre-là, mais il avait besoin de partir toujours. De prendre le large. Le large. Et il disait toujours, d'ailleurs, c'est ce que je cite dans le bouquin, l'important c'est pas d'arriver, c'est de partir. Oui. Toujours partir. C'est son mantra. Ouais, ne jamais se contenter de ce qu'on a, de toujours aller voir ailleurs, remettre le titre en jeu. Et là, en l'occurrence, dans cette histoire d'île déserte, mettre sa vie en jeu, comme il l'avait fait en Amazonie quelques années plus tôt, ou au Groenland avec Paul-Émile Victor, enfin, toujours dans des circonstances assez raides et pouvant mettre sa vie en péril. Il part donc faire son Koh-Lanta, je dirais ça comme ça, seul. Sans brognard. En tant que naufragé volontaire, on est en 62, il a 40 ans, il part sur cette petite île déserte de l'archipel des Marquises, en Polynésie. Au départ, il voulait partir 1 an, mais très vite, il va se retrouver confronté à sa solitude, les moustiques mangeurs d'hommes, les esprits qui hantent l'île et une routine qui va le ronger peu à peu. Il va aller chercher un paradis pour découvrir la désolation à l'état pur, c'est ce que vous écrivez, Antoine Decaune. On lui dit même de ne pas rentrer dans l'eau parce qu'il y a des requins. Il y avait des requins et l'eau était boueuse en plus. C'était vraiment un décor de cauchemar, cette île. C'est ça. Il appelle ça l'antichambre de l'enfer quand il arrive là-bas. Il s'imaginait une île déserte comme on l'imagine tous, avec des cocotiers, du sable blanc, un lagon, des fruits accrochés aux arbres. Voilà, une vie douce et sereine, possiblement sans cannibale. Et là, il tombe sur un rocher battu par les vents qui a servi à l'État français de bagne à la fin du 19e siècle. Finalement, on a renoncé à installer la bagne là-bas tellement les conditions de vie étaient difficiles. Et donc, il tombe sur cet îlot rocailleux qui appartient à l'État parce que seul l'État pouvait lui procurer une île. Il avait essayé de trouver l'île de ses rêves, celle qui correspondait à celle de Robinson. Malheureusement, les îles polynésiennes désertes ont toutes des propriétaires qui, évidemment, demandent un bail assez colossal pour autant dès qu'ils entendent parler de radio ou de télévision. Et donc, il n'avait pas les moyens de ça. Donc, finalement, il s'est retrouvé sur ce rocher perdu au milieu des flots. Et on apprend dans votre ouvrage que c'est bien plus compliqué qu'on ne se l'imagine de partir sur une île déserte. Sur ce genre d'île, oui, c'est pas la peine. Hein. C'est suicidaire même. Le charmant Coucou lui dira « Ne mettez jamais vos pieds dans l'eau, ni votre chien, ni vous. Vous voulez dire que les requins sont à l'affût des journalistes, y compris ceux qui ont la dent dure ?» Il va lui répondre « Bien sûr, tout ce qui vit saigne. » J'ai adoré cette phrase. Il y a une page assez émouvante dans votre livre. Elle est toute noire, toute simple. Il y a juste « Papa ». Point d'interrogation. C'est très émouvant et la dent de votre père ne sera finalement pas si dure parce qu'il va déchanter, il ne reste que 9 mois sur cette île-là. 4 mois, pardon, excusez-moi, qui devient une prison à ciel ouvert au lieu d'une prison dorée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Parce qu'il dit, la télé, c'est une prison dorée. Oui, pour lui, la télé de l'époque et puis sa notoriété dont je vous parlais à l'époque était devenue une cage dorée, oui. Évidemment, quelque chose
enviable pour beaucoup de journalistes, mais pas pour lui. Lui, il se sentait ferré aux pattes et en tous les cas, comme si on l'empêchait de bouger, de respirer, d'ouvrir la fenêtre et de partir au large. Vous avez longtemps cherché à comprendre le pourquoi. Quelle raison vous trouvez aujourd'hui ? Quelle explication ? Il y en a plein. Je pense que c'est un homme de cette génération. Il était né en 1919, donc qui a eu 20 ans quand la guerre a éclaté, qui s'est retrouvé avec 4 ans de sa vie foutus en l'air, comme pour tous les jeunes gens de cette époque. Il est parti dans le maquis, il a risqué sa peau, il est revenu. Il avait l'impression qu'on lui avait volé une partie de sa jeunesse. De sa jeunesse. Et c'était presque comme pour compenser, comme pour rattraper le temps perdu, si je puis dire. Qu'il avait besoin d'aller vivre des choses extrêmes, loin, dangereuses, l'impression de vivre, quoi. Donc ça, c'est une explication. De revenir à lui-même, vous écrivez dans ces mots « Je viens ici pour respirer, pour s'efforcer d'oublier son travail de télévision, lui qui pensait que le journal télé, c'était plus dur qu'une île déserte. » Est-ce qu'il y a aussi le fait de la surexposition médiatique qui a été peut-être à un moment donné trop forte ? Peut-être aussi le fait qu'ils se disent « c'est maintenant ou jamais ». Non, je pense pas. C'était pas une surexposition médiatique, même s'ils étaient vraiment très célèbres, parce que comme la télé était un médium naissant à l'époque, les quelques têtes qui apparaissaient devenaient tout de suite rapidement identifiables et reconnaissables. Non, c'était pas tellement le poids de ça, c'est que il avait besoin d'aventure. Et de revenir à l'essentiel. Et de remettre le titre en jeu, ça je l'ai déjà dit, mais comme Cyrano, voilà, d'avoir des gestes encore plus beaux parce qu'inutiles. Parce qu'il n'y a rien de plus inutile que d'aller, même au prétexte de faire une expérience de naufragé volontaire. Bon. Antoine Decaune, votre père est rentré, affaibli, amaigri de 16 kilos, rapatrié par les urgences. Est-ce que vous avez le souvenir de son retour et peut-être de ce qu'il a dit ou pas en rentrant ? Et est-ce que vous estimez qu'il a changé après cette aventure-là ? J'ai mis un peu de temps à le reconnaître parce qu'en fait, il a été hospitalisé en sortant de l'île. Ils l'ont gardé à Papeete pendant quelques semaines pour qu'il se remplume, parce que vraiment, il n'est pas passé loin. Donc, il est... Le chien aussi. Le chien aussi. Il est revenu rasé de frais. Et c'était plus ce barbu hirsute, cette espèce de pirate échevelé là, dont j'ai pu voir les images par la suite. Donc, on s'est retrouvés, mais c'était quand même un homme extrêmement mutique. C'est-à-dire qu'une fois de plus, c'était un homme de la génération, un homme du début de siècle, mais pour moi un homme du siècle précédent. C'est-à-dire dans un rapport très vertical dans la paternité. C'est-à-dire c'est avec une parole paternelle qui n'est pas remise en cause ni en doute. Les enfants écoutent, les enfants font ce qu'on leur dit de faire. Donc on a eu assez vite une relation un peu conflictuelle parce que j'étais pas prêt moi à me laisser faire non plus. J'avais hérité ça de lui. Et puis finalement, bon, sur le tard, pas si tard que ça, on a fini par se retrouver. C'est un homme pour qui j'avais beaucoup d'admiration, à qui j'en voulais aussi pour être parti, pour m'avoir laissé un moment qui me semblait important dans la vie d'un petit garçon. Mais le temps est passé par là et on a réglé nos problèmes en cours de route. Donc c'est pas du tout un livre que j'ai fait pour régler des comptes. Non. Loin de là. Non, ça se ressent pas du tout comme ça. En tout cas, ce qu'on ressent, c'est qu'au-delà des péripéties quotidiennes qui lui arrivent de votre père dans cet ouvrage-là, qui s'intitule donc « Île déserte », lui, île déserte, dans cet ouvrage, vous y êtes aussi dans ce que vous vivez vous. C'est alors l'histoire d'un père qui part, mais aussi d'un père absent, d'un père qui est à l'aventure et de la solitude de son enfant, d'un silence qui les unit et plus encore et qui va aussi bien parler au père qu'à l'enfant. Il y a comme une transmission aussi que j'ai l'impression que vous avez envie de donner dans une histoire un peu universelle. On peut avoir nos différents aux uns aux autres. À qui vous adressez ce livre, ou plutôt, quel est le public que vous voulez cibler dans cet ouvrage ? Tous les fils qui ont des pères. Et tous les pères qui ont des fils, pour commencer par eux, ça peut aussi s'adresser aux filles, parce que je crois que c'est des relations transversales dans la famille. La transmission, c'est très très importante. C'est un homme de communication, donc la transmission, on sait à quel point c'est important dans la communication, mais qui avait un mal fou à communiquer sur le domaine de l'intime et du privé. Voilà. Et en rentrant à la maison. D'une pudeur tellement maladive, il ne pouvait pas parler de lui en fait. Il ne pouvait parler de lui qu'à travers ce qu'il faisait. Donc il fallait décrypter.
Comme il l'a fait à la radio. Ouais. Les illustrations sont magnifiques, Antoine Decaune, avec des couleurs chaudes, assez flamboyantes pour relater la chaleur de cette île. C'était logique pour vous de raconter ce petit bout de vie, on l'entend en bande dessinée et en couleur, pour avoir l'image. Mais est-ce que vous avez pensé aussi à un livre peut-être autobiographique à un moment donné, ou au moins peut-être à le mettre en image à un autre moment ? Non, pas d'une autre manière, parce qu'en fait, cette idée est venue en parlant avec les gens de Dargaud qui m'avaient proposé de faire une BD. On cherchait une idée possible. On a commencé par des idées traditionnelles, adapter un roman ou un scénario de fiction pure. Et puis cette idée-là, cette histoire de l'île s'est imposée très rapidement. Et il fallait quelqu'un pour la dessiner. Et heureusement, Xavier Coste passait par là. Xavier Coste, c'est très important d'en parler parce que ce livre n'existe pas s'il n'y a pas Xavier Coste. C'est un dessinateur absolument extraordinaire dont on a beaucoup parlé à un moment parce qu'il avait adapté le 84 d'Orwell. Il avait même fait le 85, alors qu'Orwell ne lui demandait rien, mais enfin, il l'a fait quand même. Il avait fait aussi un très très beau bouquin qui s'appelait L'Enfant et la rivière, qui était adapté d'un roman d'Henri Bosco. Et sa manière de représenter la nature m'avait semblé tellement lumineuse, magnifique, que évidemment, son nom s'est imposé tout de suite. Et il se trouve qu'à ce moment-là, Xavier, lui, était en recherche d'idées. Il avait envie d'une Robinsonade. Ça tombait bien. On n'aurait pas pu tomber mieux. Non. Donc, il s'est emballé littéralement pour l'histoire. On s'est plongé dans les archives et toute la documentation qu'on avait à disposition. Et croyez-moi, il y avait de quoi faire. Et il s'est littéralement immergé là-dedans avec l'idée de faire un bouquin qui ne soit pas une BD conventionnelle. C'est-à-dire c'est plutôt de l'ordre du roman graphique que de la BD. Enfin, j'entends par BD les cases avec les bulles. Là, il n'y a pas de cases et il n'y a pas de bulles. Enfin, il y a des bulles, mais il n'y a pas de cases. Et il n'y a pas de cases parce qu'on vit au grand air. On vit au large. On vit sur une île battue par les vents et que si vous enfermez ça dans des boîtes, c'est fini, quoi. Île déserte, Georges ou la vie sauvage, en collaboration donc avec le scénariste et dessinateur Xavier Coste, que l'on retrouve aux éditions Dargaud, bien sûr. On a beaucoup parlé de votre père, Antoine Decaune. J'aimerais qu'on évoque votre mère, à qui il faut rendre hommage aussi, puisque vous allez grandir avec de la musique dans les oreilles, grâce à vos parents mélomanes. Mais votre mère, elle interviewait des artistes toutes les semaines. Cela nourrit une envie de lui ressembler, ou est-ce que c'est l'histoire qui a fait que, Antoine Decaune ? Où s'arrête le déterminisme familial et où commence-t-il ? Écoutez, moi j'ai grandi, j'ai évolué dans cet univers-là. Donc les chats ne font pas des chiens, comme on dit. J'ai voulu m'en écarter au début parce que je voulais pas refaire la télévision. Ça m'intéressait absolument pas de faire la télévision. Et paradoxalement, ça m'intéresse toujours pas. Je l'ai fait pour d'autres raisons. Mais j'ai commencé à faire ce métier. Ce qui m'intéressait, c'était on revient à la transmission. C'était de transmettre quelque chose. Et il se trouve que j'étais en partie grâce à ma mère, mais pas seulement elle, un fan absolu de musique, de tout ce qui se passait à l'époque. Donc toute cette décennie des années 60 où le rock est d'une flamboyance extraordinaire. Et j'ai commencé par ça, par essayer d'être le maillon, et pas faible, entre le public et la scène musicale. Et la musique. À une époque où le rock était totalement déconsidéré. C'est-à-dire, on n'en parlait pas. Il y en avait pour les Carpentiers et Guy Lux, mais rien pour le rock. Le choc va arriver pour vous à 10 ans. Vous découvrez les Beatles. D'ailleurs, on est en février 64, en première partie de Sylvie Vartan à l'Olympia. C'est la première fois que vous avez ce choc. Vous aimez la chanson Love Me Do. J'ai mis I Called Your Name parce que je crois qu'elle est sortie exactement à la période que je viens de citer. Vous étiez timide, vous vouliez être batteur. Vous allez alors créer un premier unique groupe qui a fait long feu. Ça s'intitulait Woo Babe. Racontez-nous ces premiers pas. Écoutez, je voulais être batteur d'abord parce que j'adore la position du batteur. On est assis, pas mal. On est à l'arrière de la scène, on n'est pas au frontal face au public, donc on est un peu planqué par les fûts, les cymbales. Et puis on est la colonne vertébrale de la musique. On est la colonne rythmique. Et donc j'ai commencé à jouer de la batterie assidûment, très très assidûment même, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'étais pas un très bon batteur. Et que donc c'était pas la peine d'aller plus loin, qu'il y en avait tellement qui joueraient toujours mieux que moi que c'était pas la peine. Bon. Donc j'ai laissé tomber, mais le temps où je l'ai fait, c'était avec beaucoup de passion. Jeune, vous vous baladez en mobilette Giulietta, il paraît. Une légende dit que vous fumiez des cigarettes et que vous les écrasiez dans le réservoir. Alors ça, c'est Jean-Louis Aubert, mais vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça. Alors, c'est lui qui avait fumé ce jour-là, parce que je ne vois pas du tout. D'abord, c'était pas une Giulietta, c'était une motobécane SS TT spéciale. Ou ST spécial,
avec la petite grille devant le phare là, pour pouvoir faire motocross. Et non, évidemment, je n'éteignais pas des clubs sur le réservoir. Enfin, mais non. Très vite, vous allez présenter et coproduire des émissions de rock à la télé. Avant vous, ça n'existait pas, Antoine Decaune. Alors si, il y avait eu des émissions. Il y avait une très bonne émission qui s'appelait Pop 2 dans les années 70. Il y avait eu Bouton Rouge de Pierre Lattès. Mais enfin, elles avaient une durée de vie assez limitée à chaque fois. Et quand je suis arrivé, moi, que j'ai déposé le projet de Chorus, là, pour le coup, c'était le désert complet. Donc, c'est ça. Il n'y avait plus rien. Et on a hérité de cette petite case le dimanche midi pour faire 40 minutes de musique live. Vous aviez quoi, 24 ans ? Oui. 24 ans, vous créez Chorus, une émission qui faisait donc découvrir 2 groupes d'artistes rock de midi à 12h40 sur la 2, qui devient une fenêtre pour vous, pour parler et surtout pour faire découvrir de la musique. Et vous l'avez dit souvent, vous avez l'impression d'être en mission à ce moment-là. Ben oui, c'était une mission, parce que c'était une mission de service public même. Le service public à mon oreille devant satisfaire tous les publics et pas un seul public général, le grand public comme on dit, une espèce de masse informe. Donc oui, c'était là pour satisfaire les amateurs de rock, sachant que le rock était quand même le phénomène culturel musical d'importance de l'après-guerre. Donc c'était même extravagant qu'il n'ait pas une place plus grande que ça. Toute la génération, la mienne et celle du fin des années 40, début des années 50, sont des gens qui ont grandi en écoutant plutôt Elvis et les Beatles que Tino Rossi, heureusement. Vous êtes à la programmation, vous avez une paix royale, c'est ce que vous dites, et vous allez faire découvrir à la France tous ceux que vous aimez. Qui sont-ils ? C'est un moment 78 où ça explose. Littéralement, c'est l'après-punk. Donc vous avez à la fois des groupes comme The Damned, vous avez Clash, vous avez Police, Dire Straits, Yann Dury, Springsteen. C'était absolument incroyable ce qui se passait musicalement. Vous irez même jusqu'à en héberger quelques-uns, je crois savoir. Vous faites votre marché à Londres et vous en avez poussé quelques-uns dans leur carrière en France. Ça va durer 3 ans sur le service public, puis Lescure arrive et vous confie Ouba Ouba dans Les Enfants du Rock. Après, vous vivez un périple pour Marlboro Music à la découverte des artistes et des sons aux États-Unis. Vous créez un magazine de pop culture, Rapido, diffusé la nuit. Et après quelques années, la BBC vous repère pour adapter ce format au Royaume-Uni. La télé, vous venez de le dire, c'était pour parler de musique, pas pour être Michel Drucker. J'ai rien contre Michel Drucker, mais l'idée, c'était pas juste de faire carrière à la télévision. Je me voyais pas à 24 ans, jusqu'à l'âge de la retraite et peut-être même plus, comme il l'a prouvé, à recevoir des artistes et à leur demander s'ils se sentent bien, quoi. C'était pas du tout ça l'optique. Moi, je voulais faire une émission qui bouge, qui soit le reflet exact de l'ère du temps. Alors il se trouve que c'était considéré comme de la pop culture, donc de la sous-culture, donc il y avait pas c'était pas Chancel et le Grand Échiquier, vous voyez, c'était pas une célébration de la culture avec un grand K. C'était tout ce qui bougeait à ce moment-là, et on s'est rendu compte, puisque la pop culture, c'est ce qui commence à la marge pour finir au centre. C'est exactement ça. Regardez la bande dessinée, les films de super-héros, enfin tout ce qu'on appelle la pop culture aujourd'hui, c'est ça. C'est des phénomènes mineurs au départ qui, au bout du compte, deviennent des phénomènes majeurs. Et qui restent légendaires, peu importe les époques. Tous les groupes que je vous ai cités sont des gens dont on parle encore aujourd'hui et qui ont eu une influence décisive. Ouais. Votre groupe préféré, c'est qui ? C'est quoi ? Alors, les Beatles, évidemment, parce que j'ai commencé à écouter vraiment de la musique avec les Beatles. C'est eux qui m'ont ouvert les oreilles. Springsteen, qui arrive assez vite derrière. Et puis des gens comme Prince, comme James Brown. Mais j'aime énormément de groupes et j'essaye d'aimer les choses sans œillères, sans chapelle. Parce que vraiment, il y avait... À cette époque-là, la fin des années 70, début des années 80, les amateurs de rock se querellaient entre eux. Parce qu'il y avait plusieurs styles. Il fallait choisir son camp. Est-ce qu'on était New Wave ? Est-ce qu'on était gothique ? Est-ce qu'on était... Bon. Restez avec nous, on continue cette émission avec Antoine Decaune pour sa bande dessinée Île déserte, Georges ou la vie sauvage en collaboration avec Xavier Coste aux éditions d'Argo. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent, mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah-Cohen. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina.
Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, les discussions sur le nucléaire entre les États-Unis et l'Iran organisées à Genève ont été suspendues temporairement. Le ministre omanais des Affaires étrangères a parlé d'échanges constructifs et positifs et a indiqué que les discussions devraient reprendre plus tard. C'est Steve Witkoff et Jared Kushner qui représentent les intérêts de la Maison-Blanche et Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, ceux de l'Iran. L'objectif de Donald Trump, empêcher Téhéran d'obtenir l'arme nucléaire ni d'enrichir d'uranium. Des frappes ont été signalées à Gaza et au Liban. Des médias palestiniens affirment que 2 personnes ont été tuées dans une frappe aérienne israélienne près de Gaza. Sahel n'a pas encore commenté ces informations. Au sud du Liban, des médias locaux signalent une frappe de drone israélienne. Aucun blessé n'a été signalé pour le moment. Le Premier ministre indien Narendra Modi a quitté Israël après une visite officielle de 2 jours. Lors de ce déplacement, Modi a prononcé un discours à la Knesset et a signé plusieurs accords avec Israël, renforçant la coopération dans les domaines de l'innovation et de la technologie, la sécurité et la défense, le commerce et d'autres secteurs. La police de Berlin a enregistré 2267 crimes antisémites en 2025. C'est un chiffre record, c'est une forte augmentation par rapport aux années précédentes. Cette hausse est en grande partie liée aux tensions autour du conflit au Moyen-Orient et ce, depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. En France, Madia Esfandiari a été condamnée à 1 an de prison ferme, à une interdiction définitive du territoire français pour apologie du terrorisme. Elle a été également poursuivie pour provocation au terrorisme en ligne, injure publique à caractère raciste ou religieux et association de malfaiteurs. Elle a été jugée aux côtés de plusieurs autres prévenus, dont Alain Soral. Enfin, 2 croix gammées ont été taguées dans la cité de la Muette à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Ce lieu est hautement symbolique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, près de 63 000 Juifs ont y été internés avant d'être déportés vers les camps d'extermination. Et merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Antoine Decaune et mes chroniqueurs sur Radio J. Les infos week-end. Eva Soto. Tous les dimanches, je vous donne rendez-vous à 6h20 et à 8h20 avec l'écrivain et ancien diplomate russo-ukrainien Vladimir Fedorovski, le personnage emblématique de la perestroïka. Décryptage, histoire, anecdote, c'est tous les dimanches sur Radio J. Radio J. Radio J. Pourim est là, et cette année encore, avec le Vaad Arabanim, votre don de Pourim sera redistribué de la meilleure façon, le jour même de Pourim, aux familles les plus nécessiteuses d'Israël, par la plus grande caisse de Tzedaka d'Israël, soutenue et dirigée par les grands de la génération. Pensez au Matanot Laevionim et donnez au Vaad Arabanim. Vaad Arabanim, la garantie d'une Tzedaka bien redistribuée. Votre don par téléphone au 0800 106 135 ou en 2 clics sur vaadarabanim.org. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui Antoine Decaune pour sa bande dessinée Île déserte, Georges ou La vie sauvage en collaboration avec Xavier Coste aux éditions d'Argo. Je ne sais pas si vous y avez pensé Antoine Decaune, mais certains savent que vous avez été auteur de génériques en version française de dessins animés pour la télévision et il y a notamment eu celui-ci. Alors, c'est l'île au trésor. Il y a eu île déserte, île au trésor. Ah, tout se recroise. Je me suis dit que quelque part, il y avait quelque chose avec l'île. Et je me permets de vous amener là-dessus parce que vous l'écrivez dans votre ouvrage. Ouais. Vous allez donner l'île noire à votre père avant de partir de Tintin. Et il va y avoir d'autres ouvrages qui vont intervenir dans votre vie comme ça. Comment vous l'expliquez ? La présence de l'île, vous voulez dire. Écoutez, moi, mon livre de chevet, quand je suis gamin, c'est l'île au trésor. Et l'île au trésor, qui est un livre de Stevenson, qui reste aujourd'hui encore un de mes écrivains préférés. Quelqu'un dont je relis régulièrement les textes, en dissipant toujours le malentendu qui est autour de Stevenson, parce qu'on considère toujours que c'est un écrivain pour enfants ou pour jeunes adolescents, qui raconte des histoires, des aventures, etc. Non, il y a ça évidemment, mais sauf que c'est des livres qui ont une résonance et une profondeur extraordinaire, que ce soit l'île au trésor, Dr Jekyll, ou bien Le Maître de Ballantrae, qui est mon petit chouchou. Donc l'île au trésor, c'est un livre de chevet. Après, quand j'avais même oublié que j'avais écrit les paroles de l'île au trésor, la série, mais il y a plutôt l'île Sainte-Hélène, l'île de Napoléon. Vous en avez fait un film ? Ouais, où Napoléon termine sa vie.
Et puis, il y a cette île déserte aujourd'hui. Donc oui, ma vie est ponctuée par les îles. Philippe Torreton était à votre place hier, il vous embrasse. Évidemment, je ne peux pas ne pas évoquer la période Canal+, avec vous, Antoine Decaune, un tournant de popularité où moi je vous ai découvert lorsque j'étais un petit peu plus jeune. Pendant 7 ans, aux côtés de José Garcia, un petit peu plus tard, vous avez inventé une forme d'humour à la télé, tous les soirs, à la fin de Nulle part ailleurs, présenté par Philippe Gildas, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui était un être et un journaliste très exceptionnel. Vous étiez toujours face à un invité avec votre folie douce, dans la peau de plusieurs personnages, et je crois savoir que Didier, c'était votre préféré, parce que Didier Lambrouille, c'est vous en fait. C'est mon double. C'est mon double karmique, Didier. Oui, j'ai en commun avec lui de ne pas avoir du tout les moyens de ma violence. Alors j'aime d'autres musiques que Dick Rivers, contrairement à lui, mais en même temps c'est un pur. C'est quelqu'un qui défend une idée effarouchement et qui se laisse pas emmerder, quoi. Quel souvenir vous gardez de cette période mythique pour la télévision qui n'avait aucun filtre comparé à la période qu'on vit aujourd'hui? C'est 2 époques très différentes. Et on parle là d'une télévision qui est avant Internet, avant les réseaux sociaux. Non, alors il y avait des réactions. Il y avait des réactions. Les gens écrivaient à l'époque. Il y avait beaucoup de courriers qui arrivaient. Pour, contre, généralement contre, parce que quand on écrit, c'est qu'on n'est pas content. Donc on faisait pas l'unanimité. C'est marrant comme le temps a lissé tout ça, et aujourd'hui, ça fait marrer tout le monde de manière très, très écuménique. À l'époque, non, ça frottait un peu. Mais ça ne vous arrêtait pas? Non, au contraire. On avait comme mission, nous, d'occuper cet espace en clair sur une chaîne cryptée et de donner aux gens envie de s'y abonner, de leur donner un peu l'état d'esprit de la chaîne, qui à l'époque passait du film, passait du cinéma, les premiers films de boules, c'est sur Canal, qui avait des contrats sportifs intéressants, et qu'il y avait un état d'esprit à l'intérieur, dans les documentaires, dans tous les autres programmes, et on essayait de refléter ça, cette liberté et cette différence par rapport aux autres chaînes. Antoine Decaune, vous détenez un record puisque vous êtes le seul à avoir présenté 10 fois la cérémonie des Césars du cinéma. Regardez dans quel état je suis. Ce soir, c'est la 51e édition. Quel est votre plus beau souvenir avant de... Mon plus beau souvenir, c'est évidemment quand j'étais maître de cérémonie et ma fille a reçu un César. Voilà, pour meilleure actrice. Et c'était un moment... très, très, très troublant et déstabilisant, parce que j'étais sur scène à faire le malin là, avec mon costume queue de pie, et elle, très, très émue de recevoir, parce que c'est émouvant, évidemment, toujours pour les comédiens, d'être reconnus comme ça par leur père. Vous en savez peut-être un peu quelque chose, parce qu'on va y venir. Vous êtes devenu en parallèle à cette carrière télévisée qu'on vient d'évoquer, réalisateur souvent de biopics et d'histoires, mais aussi comédien. D'ailleurs, en 99, à la fois, vous étiez maître de cérémonie et nommé au César du meilleur acteur pour votre rôle dans le film que vous évoquez dans votre ouvrage d'ailleurs, L'homme est une femme comme les autres. Vous connaissez tout le panel émotionnel de cet événement. Ce soir, c'est une nouvelle édition diffusée en clair, et je le dis en direct à partir de 20h30 sur Canal+ et ses stars. Le César d'honneur sera remis à Jim Carrey. Vous avez d'ailleurs enregistré une bande-annonce avec Benjamin Laverne pour l'événement dans la peau d'un invité sur votre émission Super Plan. Quel conseil vous lui avez donné? J'imagine qu'il vous en a peut-être demandé un. Oui, on en a parlé évidemment. En fait, c'est un exercice technique assez complexe, les Césars, parce qu'on fait à la fois un spectacle pour la salle, mais aussi et surtout pour le téléspectateur qui est devant son poste. Sachant qu'il y a plein de contraintes auxquelles on ne peut pas échapper, c'est-à-dire les discours plus ou moins longs, les remerciements plus ou moins interminables, les hommages, il y a plein d'écueils comme ça en chemin. Et il faut, pour le maître de cérémonie, réussir à garder le fil tendu et à garder l'humeur du début à la fin. Croyez-moi, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Voilà. Je vous crois sur parole, Antoine. Et en même temps, on est dans un événement c'est la foire aux vanités, c'est la remise de médailles à la fin de l'année scolaire. Moi, j'ai aucune illusion par rapport à ça. Je pense pas qu'on puisse comparer des films, qu'on puisse dire qu'un acteur est meilleur qu'un autre. Ça veut rien dire. C'est toujours une question de circonstances, de moments. Bon. Et de sensibilité. Et de sensibilité. Donc, une fois qu'on a dit ça, la cérémonie a quand même lieu. Il faut jouer avec, sans en être dupe, mais en étant dedans quand même.
Voilà. Vous y serez ce soir ? Oui, j'y vais. Ouais. Mais écoutez, je suis ravie que vous soyez avec nous. Je suis un peu Jean-Claude Cinéma là, sur cette chaîne. Exactement, puisque vous êtes à la présentation hebdomadaire de Super Plan tous les mardis soirs, je le disais, à 22h50 en crypté, le vendredi à 20h35 en clair sur Canal+. Vous êtes aussi conseiller éditorial du magazine trimestriel Vieux, qui réunit des cerveaux pour mettre les pieds dans le plat, débattre, s'inspirer, réfléchir et sourire du temps qui passe. Quelle relation vous avez avec le temps, Antoine Decaune ? Écoutez, ça ne m'inquiète pas du tout. Voilà, je vois le temps qui passe. Je me dis que... Pardon. J'ai une relation assez détachée parce que j'ai pas peur de la mort déjà pour commencer. J'ai pas peur de mourir. Je ne peux pas dire que ça me fait ni chaud ni froid, mais j'ai pas peur. Je vis pas dans la crainte et l'inquiétude et l'angoisse de la mort. Et la vieillesse, pour moi, je vis ça comme une aventure. Alors c'est une aventure très privilégiée parce que je suis pas atteint d'un mal profond, incurable ou je ne sais quoi. Je suis encore mobile, j'ai encore 4-5 neurones en activité et une santé plutôt satisfaisante. Donc voilà, je ne suis pas un exemple type du vieux comme on l'imagine, mais je suis dans un processus de vieillissement. J'ai 72 ans, donc je suis ce qu'on appelle un vieux biologiquement. Et moi, je vis ça comme une aventure. C'est-à-dire que je suis surpris parce que chaque jour me réserve, en bon et en mal. En bien ou en mal. Je vais terminer cette première partie d'entretien par la même question qu'Iggy Pop vous a posée. As-tu l'impression d'avoir réussi dans la vie ? Pensez-vous avoir réussi, Antoine Decaune ? Non. Je raisonne pas comme ça. Et en fait, je vous ferai la même réponse que tout à l'heure. Je pense que l'important, c'est pas d'arriver, mais de partir. Ah, c'est une jolie phrase de votre père. Antoine Decaune, tout de suite, Annabelle Chakmes nous parle littérature. J'aime lire. Bonjour Annabelle. Cyrielle. Bonjour Annabelle. Bonjour Monsieur Decaune. Alors aujourd'hui, gros dilemme, puisque je vais vous parler de 2 livres et non pas seulement un. Car j'ai pas réussi à choisir. Et surtout, je me suis dit que choisir c'était renoncer. Et le renoncement, cher Monsieur Decaune, c'est tout l'inverse de ce que vous m'inspirez. Alors on va commencer par le premier livre que vous avez choisi, Patronyme de Vanessa Springora, qui vient de sortir en livre de poche et dans lequel elle part à la recherche de son histoire familiale. Exactement, elle tente de comprendre ce qui se cache derrière son nom de famille, ce qu'il s'est joué avec ce patronyme avant elle de son histoire familiale. Elle écrit dans ce livre des mots absolument bouleversants. Un nom propre, est-ce que ça signifie aussi un nom moralement irréprochable ? Un nom sans tache, un nom immaculé, compte tenu du nombre de personnes qui se le refilent, je doute qu'aucun nom puisse jamais prétendre à être vraiment propre. Que tente de comprendre Vanessa Springora en somme ? Ce que nous portons sans le savoir, ce qui nous est caché. Chaque chapitre est comme une pièce d'un puzzle qu'elle recompose avec patience, courage et parfois douleur. Ce qui frappe, c'est que l'écriture de ce livre est tellement intelligente que l'on a du mal à le lâcher. On est embarqué dans cette quête et en même temps confronté à la difficulté de transmettre quand le passé a été entaché de drames, d'époques que l'on ne connaît pas ou de silence. Qu'est-ce que le style d'écriture de Vanessa apporte au récit ? L'écriture est limpide et sans phare. Vanessa Springora observe notre tranche. Elle regarde sa famille avec une lucidité rare. Ses mots, bien que sans concession, sont d'une infinie bienveillance envers elle-même, un peu comme si elle s'entourait de coussins pour amortir le choc de découvertes invraisemblables. En conclusion sur ce premier ouvrage, Annabelle. Alors, Vanessa Springora a le courage des confrontations que l'on retarde car trop complexes. Elle classe les dossiers. Et pour ne rien vous cacher, je finis ce livre en me demandant, et si s'affranchir de son nom, de son histoire familiale, ça n'était pas simplement devenir adulte ? Très bonne question. Quel est donc le deuxième livre à présent dont vous avez voulu nous parler ? C'est un livre dont vous m'avez parlé, chère Cyrielle, Le syndrome Pete Best de Romain Le Petit, sorti chez Hello Éditions. Pete Best, c'est celui qui aurait dû devenir le 5e Beatles. Et dans cet ouvrage, ce que Romain Le Petit a choisi, c'est donner la parole à ces hommes qui sont passés à 2 doigts d'inscrire leur nom au panthéon de la musique, comme par exemple Henry Padovani et le groupe Police, Ivan McCormick et U2, Dave Evans et AC/DC et bien d'autres. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet ouvrage ? Ce livre est génialement écrit, puisqu'il s'agit d'interviews extrêmement bien documentées durant lesquelles chaque homme raconte sa vie, son rapport à la musique, ce qui l'a fait se rapprocher des étoiles, mais aussi ce qui l'a fait s'en éloigner jusqu'au point de rupture. En conclusion, Annabelle. Alors,
pour ne rien vous cacher, je suis fan du magazine Vieux, pour lequel vous êtes très bien, Annabelle. pour lequel vous êtes conseiller éditorial, cher Monsieur Decaune. Et j'ai réalisé que finalement, ce livre, ce que j'avais trouvé passionnant dedans, c'était la maturité de ces hommes. Qu'aucun n'avait renoncé à ses rêves, et surtout que chacun s'était épanoui dans sa passion, mais autrement. Alors je crois que cet ouvrage m'a aidé à comprendre qu'il n'y a finalement pas d'âge pour être infiniment rock'n'roll. Merci jusqu'au beaucoup. bout, évidemment. Annabelle Ça a rock'n'roll. l'air très très bien le Pit Best là. Et ben, ben voilà, on en a justement, pour vous. on en a un pour vous dédicacé Un par cadeau. Romain Le Petit qui est venu Enfin, nous l'apporter en merci. personne avec donc un petit mot pour vous. Pit Best, le syndrome Pit Best aux éditions Hello Éditions, dans toutes les bonnes librairies, et puis patronyme de Vanessa Springora. Merci beaucoup Annabelle Chakmes. Avec grand plaisir. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Sarah Elbaz. Le billet du jour. Bonjour Sarah. Bonjour Cyrielle, bonjour Antoine Decaune. Bonjour. Alors, un jour, vous avez dit Qu'est-ce que j'ai dit encore je me sens pas vieux. Non, c'est des belles choses. Je me sens pas vieux, j'ai l'impression d'avoir 17-18 ans dans ma tête. Ouais. Alors déjà, merci, parce que moi aussi, j'ai l'impression d'avoir 17 ans dans ma tête. Sauf que moi, c'est pas juste un état d'esprit, c'est un bug. En fait, je crois que je n'ai jamais fait la mise à jour. Je suis passée de ado dramatique à maman avec carte de fidélité Picard. Sans installer la version adulte stable, bien évidemment. Parfois, je me regarde et je me dis, franchement, pour une jeune maman, je me débrouille pas mal. Hein. Genre, je me prends un peu pour les ados mamans qu'on voit dans les reportages de France de l'après-midi. Vous savez, musique, piano triste, plan serré sur une poussette, voix off grave. Sarah a 17 ans. Et pour ça, et pourtant déjà 2 enfants. Quand elle marche dans la rue, les petites mamies capiatent sur son passage. Sauf que je ne suis pas une jeune maman, j'ai presque 40 ans. À ce stade, ce n'est plus jeune maman, c'est adulte confirmé avec lombaire fragile. Et quand j'embrasse mon ostéo. Et quand je passe dans la rue avec ma poussette, les mamies ne chuchotent pas. Elles sont là, elles me regardent et elles me disent « Eh Sarah, tu seras là au bingo de dimanche, ma chérie, hein ?» Bien sûr, Ginette. Vous savez, des fois, mes collègues de travail, très jeunes que j'embrasse, racontent leur soirée. Ils sont là et disent « Ah, hier, on est allé dans un nouveau spot incroyable, c'était une super soirée tech. » Et moi, je fais « Ah, mais moi, je connais très bien les soirées tech, les gars. Moi aussi, j'en faisais, vous devez connaître, non, le Macumba ?» Non ? Silence. Le lieu dont je parle, ils ne le connaissent pas. C'est Macumba devenu... Bah, et non. Vous vous rendez compte ? Bon, Ils enfin. devraient, hein. Que fait Jean-Pierre Madère? On va lui en parler. Ils ne le connaissent pas. C'est devenu un franc-prix. Mais j'ai un capital sympathie assez important. Donc, ils me regardent avec beaucoup de compassion et me disent « Ah, sympa, ma vie, t'es trop fun !» Oui, parce que Antoine, sachez que maintenant, tous les jeunes s'appellent ma vie. Voilà. Ah, j'ai dit les jeunes. À 20 ans, comme eux, moi aussi, je pouvais sortir du boulot, enchaîner before, terrasse, boîte, after, passer à la boulangerie à 6h du matin, rentrer sans me démaquiller, parce que la skincare à l'époque, c'était boire de l'eau et croire en soi. Dormir 1 heure et retourner bosser fraîche. Aujourd'hui, on m'invite à sortir. Déjà, c'est une réunion logistique. Il faut prévenir la nounou, préparer le repas, anticiper le pyjama, laisser des consignes écrites comme si je partais en mission humanitaire. Et quand je sors, 22h, 22h02 exactement, je regarde ma montre comme si j'étais Cendrillon et je me dis... On va pas rentrer tard quand même. Hein. Et quand je rentre, alors là, 2 jours de récupération. 2, on dirait que j'ai fait le Dakar. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Il y en a, des fois, c'est 4. Des fois, c'est une semaine. Hein. Quand c'est 23h, alors là, 1 mois. On dirait que j'ai fait le Dakar, alors que j'ai juste bu 2 verres de 100p citron. Et si vraiment j'ai un gaviscon dans le sac, alors là, je prends un petit spritz. Et je dis à mes copines, on fait plus des soirées comme avant, hein. On devrait en faire plus souvent, les gars. Alors qu'on sait tous que la prochaine soirée Cyrielle, c'est dans 6 mois. Et pourtant, dans ma tête, comme à 18 ans, j'aimerais ne pas rentrer aussitôt, ne pas rentrer avant d'avoir une anecdote à raconter, parce que à l'époque, c'était cool, on rentrait, on avait toujours des anecdotes. La seule différence, c'est que maintenant, l'anecdote doit être compatible avec un réveil à 6h45, un goûter à préparer. Mais ça veut pas dire qu'on est vieux. Non. Ça veut dire qu'on a ajouté des couches, parfois moi-même, des explosions d'amour pour des mini-humains baveux ou des ados révoltés, des responsabilités, des projets, des livres, des émissions. Bref, qu'on a évolué, quoi. Et au fond, ça fait du bien. Parce que peut-être que ne pas se sentir vieux,
Ce n'est pas rester bloqué à 17 ans, c'est garder l'élan des 17 ans. Accepter que maintenant, l'after, c'est peut-être plus 4h du mat, c'est à 22h57 devant une émission de Super Plan. Et oui, avec un PC ouvert devant soi, en train d'écrire son prochain sketch. Parce qu'au fond, monsieur Decaune, on a peut-être toujours 17 ans dans la tête, mais maintenant, on sait quoi en faire. Et ça, la Sarah des 17 ans, elle me regarde, elle me dit, franchement, pas mal ma vie. Oh. Merci beaucoup, Sarah Elbaz, pour Très cette bien. chronique. Vous pouvez le regarder en replay. Hein. Je sais. Vous pouvez le regarder plus tôt. Mais vous savez qu'en général, moi, mes replays, c'est plus 3h, 4h du matin, la levée du biberon. D'accord. Alors là, un panel de replays, là, je mets tout. Merci Sarah Elbaz. On se dit à très vite sur Radio J. Merci. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Le portrait psychologique. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, Antoine Decaune, on débriefe ces minutes que nous avons passées ensemble. Et c'est aujourd'hui dans le regard de Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Antoine. Bonjour Christian. Je suis en train de chanter parce que vous êtes une île au trésor. Ni au trésor. Oui. Et vous inquiétez pas, je vais pas vous faire déserter, même si on est nulle part ailleurs ici. Ouais. Et on commence par le début. Je souligne à chaque fois le... Le début, c'est qu'on a cet enfant qui est né dans une famille un peu étrange. Il s'en aperçoit pas tout de suite, mais au fil du temps, il comprend qu'il a des parents qui sont un peu différents des autres parents. On a des parents à la fois simples, mais à la fois célèbres. Des parents qu'on voit à la maison et des parents qu'on voit à la télé. Et puis, il y a ce papa qui part à 8 ans. Et on n'a toujours pas compris pourquoi. Ça crée un gros manque, parce qu'à 8 ans, on sort de son Oedipe et on a besoin de son papa. Ah, c'est à 8 ans. C'est à 6 ans. Ok. Et à 8 ans, on est dans cette zone stable et on a besoin de son papa parce qu'on a vécu ces 6 premières années proche de sa mère. Et son père, ça devient une boussole, une référence. Et il part. Et pour moi, c'est incompréhensible. Ça veut dire que très, très vite, vous allez être confronté à l'absence, à cette admiration pour un père, mais mêlée à une incompréhension. Je l'admire, mais il part. Il fait un truc extraordinaire, il fait une aventure, mais pour moi, c'est pas une aventure. C'est le contraire d'extraordinaire. Et peut-être que là, vous avez appris très vite à avoir une autonomie émotionnelle, à faire en sorte que j'essaye, dans mon propre monde, de gérer mes propres émotions. Alors j'en ai repéré 3 que l'on va voir ensemble. La première, c'est l'humour. Parce que je soupçonne... Pas du tout d'accord. Un garçon sinistre. Vous inquiétez pas, il y en a 2 autres. Il y en a 2 autres. J'ai commencé par la bienveillante. Il y a, même si vous êtes un homme public, et je dirais ça dans ma conclusion, il y a un homme secret. Il y a un homme timide. Il y a un homme qui se préserve et qui a trouvé un moteur. Je dirais la curiosité. Et il en a fait un enthousiasme. Alors vous êtes un homme de mots, un homme de langue, un homme de récit. Et peut-être que l'humour vous a permis d'augmenter votre assurance. Et l'humour, c'est toujours pour se protéger. C'est toujours pour désamorcer et comprendre ou rencontrer les autres. Et c'est bien ce qui s'est passé avec vous. Et donc ça désamorce ce côté un petit peu timide et ça réduit cette énergie, ça réduit cette angoisse en énergie créative. Et là, vous avez débordé en termes de créativité. La deuxième émotion dont j'ai détecté en vous, c'est que cette timidité, peut-être, elle se nourrit dans la mélancolie. Une mélancolie parce que vous avez appris très vite que tout était fragile. Qu'elle n'est pas dramatique, elle est un peu diffuse, je dirais même un peu britannique. Et du coup, vous avez un regard ironique sur la célébrité et sur la réussite. Et vous avez appris, avec lucidité, de l'impermanence des choses. Alors, pour lutter contre cette mélancolie, vous avez développé, à travers l'humour, la joie. Parce qu'on voit quelqu'un qui est rock'n'roll, quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui aime la lumière, quelqu'un qui aime l'énergie, quelqu'un qui aime rire, quelqu'un qui est toujours dans les projets, toujours qui avance, toujours dans la création et toujours en mouvement. Alors sur Radio J, aujourd'hui on a appris de vous qu'on pourrait dire qu'il y aurait 2 Antoine. Il y a cet Antoine un peu intime, un peu timide, et puis cet Antoine public. Celui qui est joyeux, qui aime le rire, l'humour, le décalé, et celui qui est un peu mélancolique.
celui qui est toujours curieux, enthousiaste, qui va de l'avant. Avec ce moteur, la joie, l'esprit rock, mais lucide, fidèle et de la tendresse. Et puis, votre papa vous a laissé comme trace que l'important c'était de partir. Moi je dirais que avec vous, l'important c'est de bouger. De ne pas être dans la routine, même si je pense que vous avez certaines habitudes. Et puis, de transmettre avec votre pudeur et l'histoire que vous avez choisie. Alors pour finir, cher Antoine, je dirais que vous n'êtes pas seulement un homme de télévision ou de cinéma. Vous êtes un raconteur d'histoire, profondément humain, qui conjugue humour et fragilité, curiosité et nostalgie. Peut-être que votre père a déserté sur une île, mais vous n'avez jamais déserté la joie. Et comme le chantaient les Beatles, All we need is love. Oh. Merci beaucoup, Christian Reichem, notre psychanalyste que l'on retrouve toutes les semaines sur Radio J. Est-ce que le portrait était fidèle selon Raconteur vous? d'histoire, on ne saurait mieux tomber. C'est vrai. Mon écrivain préféré, Robert Louis Stevenson, c'est le storyteller par excellence. Voilà. Donc, oui, je suis ravi et flatté. Merci beaucoup, Christian Reichem. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Sarah Cohen. J'ai toujours l'impression qu'il souffle quand il faut les dire. C'est vrai. On va le dire à Anne Loucon, il va être ravi d'entendre ça. Merci beaucoup, Antoine Decaune. Mais c'est moi qui vous remercie. Sincèrement, merci beaucoup d'être venu nous voir, nous parler de votre ouvrage, votre bande dessinée Île déserte, Georges ou la vie sauvage, en collaboration avec Xavier Coste aux éditions d'Argo. C'était un très bon moment. Merci. Merci beaucoup. Tout à fait partagé. À très vite. Merci beaucoup reviendrai. d'avoir été avec nous. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, Ethan Anoukayev. Merci à toutes et à tous. Et puis Léonard, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très vite, lundi 9 mars pour la suite de cette émission. Une petite pause s'impose. Belles vacances pour certains. Bon courage pour affronter la semaine pour les autres. On se dit à très vite sur Radio J.